À 2 jours des élections législatives en Italie, les ténors de la politique italienne ont tenu ce vendredi leur dernier meeting avant le scrutin de dimanche. Une nouvelle journée de grève scolaire pour la justice climatique a eu lieu ce vendredi à travers le monde et notamment en Europe à l'appel du mouvement Fridays for Future. La NASA va tenter de dévier un astéroïde de sa trajectoire en le percutant avec un engin spatial, un essai grandeur nature à 11 millions de kilomètres de la Terre. À 2 jours des élections législatives en Italie, les ténors de la politique italienne ont tenu ce vendredi leur dernier meeting dans l'espoir de mobiliser les électeurs indécis avant le scrutin de dimanche. Giorgia Meloni, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, a choisi Naples, la grande ville du Sud, où elle espère prendre des voix au mouvement 5 étoiles, affaibli par sa participation au dernier gouvernement. Pour ces élections, Silvio Berlusconi et son parti Forza Italia ont fait alliance avec l'extrême droite de Fratelli d'Italia et la Ligue de Matteo Salvini. La gauche, de son côté, n'a pas réussi à s'unir complètement après que le mouvement populiste 5 étoiles a claqué la porte de l'exécutif sortant. À la tête du Parti démocrate, l'ancien Premier ministre Enrico Letta va tenter de reprendre les rênes du pouvoir. Ces élections seront scrutées de près par Bruxelles. Le scrutin est considéré comme un test de l'avancée de la droite et de l'extrême droite en Europe après les élections suédoises. C'est un nouveau cri de colère qui a résonné à travers le monde ce vendredi pour exiger des actions contre le réchauffement climatique. À l'occasion d'une nouvelle journée mondiale de grève scolaire pour la justice climatique, plusieurs centaines de manifestations ont été organisées à l'appel du mouvement Fridays for Future, comme ici à Berlin en Allemagne. Nous avons besoin de protéger le climat dès maintenant parce que nous avons une crise énergétique en ce moment et que nous continuons à dépendre des combustibles fossiles. Cela ne fera qu'augmenter à l'avenir si des mesures décisives ne sont pas prises dès maintenant. En Italie, avant les élections législatives de ce dimanche, des jeunes dénoncent le fait que le climat soit quasiment absent des débats. On l'a vu notamment dans les programmes électoraux, il n'y a pas ou très peu de questions sur le climat et sa préservation. Ce que nous espérons, c'est de réaliser enfin une transition écologique totale. À Lisbonne, au Portugal, plusieurs centaines de jeunes ont scandé des slogans comme « Le climat se réchauffe et les politiciens regardent » ou « Il n'y a pas de planète B ». En France, des marches mais aussi des blocages ont été organisés ce vendredi, notamment à Lyon où des militants de Youth for Climate ont bloqué pendant 1 heure l'entrée d'un site de Total Energy pour dénoncer un méga projet pétrolier en Ouganda. Pour faire face à un afflux de migrants, la Bulgarie a déclaré l'état d'urgence partiel. Le ministère bulgare de l'Intérieur affirme avoir pris cette décision pour réduire la pression exercée par l'arrivée massive des migrants dans les villes de Svilengrad et Topolograd situées à la frontière bulgaro-turque. Sofia compte sur la coopération avec les pays voisins pour faire face au problème. La plupart du temps, ils traversent la frontière grâce à des échelles qu'ils utilisent pour sauter par-dessus la clôture. Nous recevons également une aide active du côté turc. Après les réunions que j'ai eues avec les autorités turques et grecques, nous avons décidé de mieux coopérer. L'assistance mutuelle entre les services des différents pays est aujourd'hui bien meilleure. Une grande partie des migrants qui veulent traverser notre frontière sont dissuadés grâce aux aménagements effectués et au renforcement des contrôles. Les autorités bulgares font état d'une pression migratoire accrue au niveau de leur frontière avec la Turquie, longue de 260 km. Les contrôles ont été nettement renforcés depuis la mort de 2 policiers le 25 août, percutés par un autocar transportant des migrants. Depuis, quelques 300 militaires ont été envoyés pour renforcer une clôture en barbelé érigée entre 2014 et 2017. 7 mois après le début de l'invasion, les forces d'occupation russes organisent de pseudo-référendums dans 4 régions ukrainiennes pour savoir si elles veulent être rattachées à la Russie. L'Institut américain pour l'étude de la guerre affirme que les responsables russes ont également mis en place des bureaux de vote en Russie, manifestement pour permettre aux résidents ukrainiens déplacés de force, voire kidnappés, de voter pour le référendum.
Les 4 régions concernées par ce vote sont partiellement ou totalement occupées par les forces russes. La plupart de la population qui vivait dans ces zones a fui la guerre. Mais en ce qui concerne Donetsk et Zaporijia, de grandes parties de ces régions sont toujours contrôlées par les forces ukrainiennes. Selon l'Institut, les responsables de l'occupation en Ukraine s'attendent également à être contraints de fournir des effectifs pour répondre aux quotas de mobilisation régionaux russes après l'annexion illégale par le Kremlin des territoires ukrainiens. Par ailleurs, c'est à la frontière de ces régions que se poursuivent de violents affrontements. Les forces ukrainiennes auraient poursuivi des opérations de contre-offensive le long de la frontière des régions de Kharkiv, Lugansk et auraient continué leur progression vers Liman. Les troupes russes ont déclaré avoir bombardé Yatskivka, ce qui indique que Moscou vise les positions ukrainiennes récemment conquises dans cette région. De son côté, le ministère britannique de la Défense a publié son dernier rapport d'évaluation, affirmant que la situation sur les combats restait complexe. Selon le rapport, l'Ukraine exerce désormais une pression sur un territoire que la Russie considère comme essentiel pour ses objectifs de guerre. Le gendarme américain des marchés financiers vient de trancher. Boeing doit payer 200 millions de dollars de pénalité à ses investisseurs. Le géant de l'aéronautique a été reconnu coupable d'avoir menti sur la sécurité de ses modèles 737 MAX. Des problèmes dans le logiciel de vol ont conduit au crash de 2 de ces appareils en 2018 et en 2019, faisant 346 morts. Une vingtaine de personnes ont été grièvement blessées ce jeudi dans une bousculade en Inde, à l'ouverture de la billetterie pour un match de cricket opposant l'équipe nationale à l'Australie. Plus de 30 000 personnes faisaient la queue depuis plusieurs heures pour avoir leur place à ce match crucial de la Coupe du Monde qui se tient le mois prochain en Australie. Sommes-nous capables de dévier la trajectoire d'un astéroïde? La NASA va tenter l'expérience dans la nuit de lundi à mardi en faisant percuter un engin de la mission DART sur une petite lune de l'astéroïde Didymos à 11 millions de kilomètres de la Terre. Ces corps célestes sont peu connus des scientifiques qui ne savent pas à quoi pourra ressembler l'impact. Car sur les astéroïdes, le comportement de la matière est contre-intuitif. Par exemple, une petite explosion près de la surface de l'astéroïde Ryugu en 2019 avait formé un cratère de 15 mètres, bien plus large que ce que prédisaient les simulations. Cet essai grandeur nature doit donc aussi permettre d'en savoir plus sur la géologie très variée des astéroïdes. Premièrement, nous allons tester notre capacité à construire un vaisseau guidé de manière autonome qui réalisera l'impact cinétique sur l'astéroïde, explique Tom Statler, scientifique du programme DART de la NASA. Puis nous allons étudier la réaction réelle de l'astéroïde à cet impact cinétique. Car en fin de compte, la vraie question est de savoir avec quelle efficacité nous avons dévié l'astéroïde. Et cette technique pourra-t-elle être utilisée à l'avenir ? L'impact doit être observé de près par une petite sonde italienne qui a été lancée dans l'espace en même temps que le vaisseau spatial DART il y a près de 10 mois. La sonde européenne Hera doit pour sa part être envoyée sur les lieux pour tirer les conséquences de l'expérience. Elle sera lancée en octobre 2024 et arrivera en 2026. À l'heure actuelle, les scientifiques ne connaissent pas d'astéroïdes susceptibles de se diriger directement vers la Terre dans un avenir prévisible, mais 27 000 astéroïdes se situeraient à proximité de notre planète. Les célèbres fontaines Wallace à Paris fêtent cette année leurs 150 ans. Ces fontaines qui permettent aujourd'hui aux touristes, mais aussi aux Parisiens et Parisiennes, de boire de l'eau potable dans les rues de la capitale française ont vu le jour au XIXe siècle grâce à la générosité de Richard Wallace. Selon la ville de Paris, ce philanthrope britannique a fait don à la capitale de 70 fontaines à boire après avoir vu les Parisiens subir une pénurie d'eau durant le siège de Paris et la Commune en 1871. Le modèle le plus répandu est celui à cariatide. Ces cariatides sont donc des allégories. Elles représentent des qualités louées par Richard Wallace et par les philanthropes de l'époque, à savoir la bonté, la charité, la simplicité et la sobriété. On a pu montrer notamment que les fontaines avaient été installées donc à la fois sur des lieux de passage privilégiés pour les personnes qui en auraient le plus besoin, les travailleurs, mais également à proximité de lieux de fête, de débit de boissons,
pour compenser en quelque sorte et essayer d'inciter les gens à une plus grande sobriété. Aujourd'hui, il en existe un peu plus d'une centaine dans les rues de Paris, mais seulement 7 exemplaires ont été colorés.